Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici la présentation que j'ai faite lors du salon Ludovia 2014 dans le cadre d'un atelier intitulé l'ENT, un outil au service de nouvelles pratiques orientées classe inversée. La problématique de l'atelier était la suivante. Je travaille depuis une dizaine d'années dans un établissement Éclair, anciennement ZEP, Ambition Réussite, avec des profils d'élèves très hétérogènes. D'un côté, de bons élèves, voire de très bons élèves, et d'un autre côté, des élèves en difficulté. D'un côté, des élèves que je qualifierais de sérieux, j'entends par là des élèves réalisant leur travail d'élève, c'est-à-dire apprenant les leçons, faisant les exercices, et de l'autre côté, des élèves que je qualifierais d'indolents, j'entends par là des élèves qui ne se donnent pas forcément à 100% et ne réalisent pas forcément le travail qui leur est demandé. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'un fossé se creusait entre ces profils d'élèves et que le rythme de travail que j'avais avec eux se trouvait en complet décalage avec leurs besoins. Qu'il s'agisse de l'analyse de documents iconographiques, d'activités d'entraînement à la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit ou de pratiques raisonnées de la langue, j'avais d'un côté des élèves qui comprenaient très vite et qui finissaient par s'ennuyer, et d'un autre côté des élèves qui ne comprenaient pas, qui se décourageaient et avaient tendance à lâcher prise. Dans les deux cas, j'obtenais un phénomène de démobilisation de la part de mes élèves, et pour moi, j'avais le sentiment frustrant de ne faire cours qu'avec quelques élèves, et de faire perdre du temps aux élèves les plus à l'aise, sans pour autant aider au mieux les plus faibles. Je me suis donc posé différentes questions, à savoir comment parvenir à aider les élèves les plus en difficulté sans négliger la progression des élèves les plus avancés. Comment respecter le rythme de chacun pour que tous puissent atteindre des objectifs d'apprentissage communs minimaux, en fixant pour chaque séquence un niveau seuil à atteindre par tous les élèves, mais qui ne soit pas restrictif pour les élèves les plus à l'aise. Quels moyens me donner pour suivre et aider au mieux chacun de mes élèves? Quelle a été ma démarche pour répondre à ces différentes questions? Eh bien, je me suis tourné vers l'outil numérique. Depuis déjà une dizaine d'années, je dispose d'un site web sur lequel je mets à disposition des élèves des jeux, des activités interactives pour qu'ils puissent s'entraîner en autonomie. J'y avais intégré il y a quelques années une plateforme Claroline de type Moodle qui me permettait d'instaurer une relation de travail différente avec les élèves. Puis est venu l'ENT, l'environnement numérique de travail, et je me suis posé la question de savoir si cet environnement permettait l'intégration d'activités interactives, de jeux, de documents audio, vidéo, de traces écrites, de traces orales. Parallèlement, j'ai découvert la notion de classe inversée. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il retourne, rapidement, il s'agit de délocaliser à la maison le travail qui était traditionnellement fait en classe, et de réaliser finalement en classe le travail qu'on aurait demandé à l'élève de faire à la maison. Par exemple, prendre connaissance d'un texte en classe, répondre aux questions à la maison, eh bien cela donnerait prendre connaissance du texte à la maison et répondre aux questions en classe. Pourquoi? Parce que c'est dans les phases de mise en pratique, de tests de manipulation que l'élève peut se trouver le plus en difficulté, et c'est à ce moment-là qu'il a le plus besoin du professeur. Comment ai-je pu, grâce à l'ENT, mettre en place de nouvelles formes de travail répondant à mon questionnement initial? Eh bien, cela est passé tout simplement par une organisation différente du travail que je réalisais jusqu'à présent avec les élèves, avec une première phase qui se déroulait à la maison, au cours de laquelle les élèves écoutaient, visionnaient un certain nombre de documents, prenaient des notes, et une deuxième phase qui avait lieu en classe, au cours de laquelle les élèves mettaient en commun par groupe le fruit de leur prise de notes, réalisaient une synthèse collective et un certain nombre d'activités de mise en œuvre, de mise en pratique. Ces activités pouvant avoir un prolongement ensuite en classe ou à la maison. Je vais à présent vous présenter plus en détail les différentes étapes, en quoi elles consistaient, et surtout les avantages de cette façon de travailler. Étape 1, l'écoute, le visionnage de documents à la maison. Il s'agit en fait d'utiliser l'ENT pour délocaliser cette partie du travail que je réalisais jusqu'à présent en classe, en collectif, à savoir la découverte, la prise de connaissance de certains contenus, qu'il s'agisse de documents iconographiques, de fichiers son,
de fichiers vidéo, de textes, de jeux. Plusieurs avantages à cette façon d'aborder les choses, celui de permettre à chaque élève de prendre connaissance des documents à son rythme. C'est un des principes de la baladodiffusion où l'élève, pour l'écoute d'un document, peut mettre en pause, revenir en arrière, écouter le document autant de fois qu'il le souhaite. Eh bien, ce principe peut être appliqué à n'importe quel type de document. L'avantage également de permettre à chaque élève de prendre le temps de la réflexion sans être soumis à la pression de ce que j'appellerais le rythme collectif. Pour l'analyse d'un fait de langue ou pour analyser par exemple un tableau, l'élève a besoin d'un temps personnel, individuel, pour dégager un certain nombre d'éléments de réflexion. Cette façon de procéder permet également au professeur d'apporter un certain nombre d'aides différenciées, qu'il s'agisse de documents adaptés au niveau des élèves, de supports annexes, de tâches personnalisées. Le professeur a également la possibilité, grâce au formulaire, de préévaluer le degré de compréhension de certains faits de langue. On propose à l'élève d'analyser un fait de langue, le fonctionnement d'une structure, et on va lui proposer ensuite un exercice de type QCM, par exemple, qui va permettre de vérifier bien s'il l'a compris ou pas et quel est ce degré de compréhension. Un inconvénient toutefois à cette façon de travailler, eh bien c'est tout simplement le temps passé à préparer ces parcours, qu'il s'agisse de vidéos, de formulaires, de traitements audio, car lorsqu'on propose des documents adaptés, eh bien ça veut dire qu'on l'a préparé, traité en amont. Tout cela demande effectivement énormément de temps. Étape 2, la prise de notes, étape complémentaire. Pourquoi une prise de notes? Tout simplement pour être sûr que l'élève a fait le travail qui lui a été demandé. Pour lui permettre également d'énoncer avec ses propres mots ce qu'il a compris, éventuellement ses difficultés, ses besoins personnels, et pour lui permettre d'avoir quelque chose à partager avec le reste de la classe. L'étape 3 a lieu en classe. Il ne s'agit plus d'une étape individuelle, mais d'un travail de groupe, où les élèves vont mettre en commun le fruit de leurs observations. Alors pourquoi faire? D'une part pour partager ces informations, pour échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées, dédramatiser. Certains élèves se rendent ainsi compte qu'ils n'ont pas été les seuls à avoir tel ou tel problème, à rencontrer telle ou telle difficulté par rapport à l'analyse d'un fait de langue, d'une structure, d'un document, etc. Pour également confronter les observations, les hypothèses de travail, se dire tiens, moi j'ai vu ça, toi tu as vu ça, ah ben lui il a vu ça, mais là je suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi je pense que c'est plutôt ça, etc. De façon à synthétiser un certain nombre d'observations et produire à destination de la classe. Les avantages de cette phase de mise en commun du travail individuel, c'est une mise en action plus rapide, d'une part, dans la mesure où les élèves prennent l'habitude de cette façon de travailler, ils acquièrent un certain nombre d'automatismes, savent ce qu'ils ont à faire et se mettent très vite au travail. Ensuite, c'est l'avantage d'une prise de parole désinhibée. Le groupe a un effet rassurant. On propose un certain nombre d'observations, non pas au professeur, mais à ses camarades. C'est plus rassurant. Une prise de confiance accrue également dans la mesure où les observations faites sont validées par le groupe. Les camarades disent « Ah oui, ça j'avais pas vu, ah ça c'est chouette » et l'élève se trouve mis en confiance, se trouve également valorisé et puis se trouve responsabilisé dans la mesure où s'il n'a pas réalisé le travail qui était demandé, il va pénaliser l'ensemble du groupe. L'étape 4 est une étape de synthèse collective. Il s'agit pour les élèves de mettre en commun les informations relevées dans les travaux de groupe et de confronter les hypothèses de travail. Pour le professeur, il s'agit de corriger éventuellement ces hypothèses de travail, voire d'apporter des compléments d'information ou des explications supplémentaires, de synthétiser et résumer le fruit de la réflexion des élèves. Il s'agit également pour lui d'évaluer le degré de compréhension des élèves et d'identifier les élèves, voire les groupes en difficulté. J'ai pu observer dans ce travail de synthèse collective différents effets, à savoir une implication accrue, une participation plus dynamique de la part des élèves, dans la mesure où ce qu'ils proposent a déjà été validé par le groupe. Il n'y a plus la peur de raconter quelque chose de faux, de dire une bêtise. Un enrichissement de la production collective également, dans la mesure où certains groupes auront pu repérer des éléments que d'autres groupes n'auront pas relevés.
Et puis pour le professeur, la possibilité de repérer plus facilement les besoins individuels. L'étape numéro 5 est une étape au cours de laquelle les élèves vont pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont découvert précédemment. L'objectif est de leur permettre de s'exercer, de s'entraîner, de mettre en pratique, de manipuler, de tester, d'expérimenter ce qu'ils ont vu au travers de différents types d'activités adaptées au profil des élèves, qu'il s'agisse d'exercices de systématisation, de texte à trous, d'exercices de production écrite ou orale. Il s'agit de réaliser en classe le travail qui était normalement donné à la maison et pour lequel le professeur est désormais présent. Cela modifie grandement la relation professeur-élève. Cette dernière se trouve transformée puisque le professeur se trouve dans un rôle d'accompagnateur. Mais cela modifie également la relation élève-élève dans la mesure où l'on voit apparaître des phénomènes du tutorat où des élèves prennent le rôle de tuteur vis-à-vis de camarades. La dernière étape, étape 6, peut avoir lieu en classe comme à la maison. Il s'agit pour le professeur de concevoir et proposer aux élèves différentes activités de prolongement. Les objectifs de ces activités sont multiples, aussi bien pour l'élève que pour le professeur. Pour l'élève, il s'agit de poursuivre, compléter les entraînements débutés en classe. Il s'agit également de pouvoir s'auto-évaluer via des jeux, activités ludiques mises en ligne sur le NT et qui vont lui permettre d'avoir un feedback immédiat sur son degré de réussite. Il s'agit donc pour l'élève de pouvoir analyser ses performances afin éventuellement d'exprimer de nouveaux besoins s'il se rend compte qu'il ne maîtrise pas telle ou telle opération. Pour le professeur, il s'agit de proposer des activités qui vont lui permettre d'analyser les performances individuelles des élèves via les formulaires afin de réfléchir à des activités de remédiation adaptées et complémentaires. L'objectif final est de permettre une responsabilisation et une plus grande autonomie de la part des élèves. À présent, je vous propose de visualiser un certain nombre d'exemples d'applications et de mise en œuvre de la démarche que je viens de vous présenter. Un premier exemple consiste dans un travail de description iconographique. Le principe est le suivant, la mise en ligne de documents iconographiques à visionner et à décrire à la maison, d'images, de dessins, de photos, de tableaux, de graphies, de caricatures. Cela peut se faire avec ou sans aide, qu'il s'agisse d'aide lexicale, d'aide structurelle, d'aide méthodologique par rapport à un certain type de document iconographique, le tout avec l'obligation d'une production minimale pour nourrir le travail de classe comme je l'ai expliqué précédemment. Alors, quelques exemples concrets de mise en œuvre de cette approche. Un premier exemple pour des élèves de 4e qui devaient décrire l'image suivante. Sport ist gesund, le sport c'est bon pour la santé, donc image ironique. Afin de les aider, donc ils disposaient, comme je le disais tout à l'heure, du temps de la réflexion pour analyser l'image et analyser le titre, et puis ils disposaient également d'un certain nombre d'aides lexicales qui étaient fournies pour les aider donc à s'exprimer sur l'image. De la même façon, 2-3 activités sous forme de petits jeux leur permettaient de réactiver un certain nombre de mots-outils, notamment des verbes de positionnement dont ils allaient avoir besoin pour décrire l'image. Un deuxième exemple était à destination d'élèves de 3e, là, le fait de devoir choisir une image sur le thème de la file. Donc là, une présentation avec 3-4 images et les élèves devaient choisir l'image qui leur parlait le plus. Et ensuite, ici, c'était des aides plus méthodologiques qui leur étaient apportées en leur disant tu peux analyser plusieurs choses, les éléments, les couleurs, l'atmosphère, ou t'es dit du lexique suivant. Et donc là, voilà, ils avaient également des aides lexicales qui permettent de positionner, enfin de décrire le positionnement d'objets sur une image, à droite, à gauche, en premier plan, en arrière-plan, etc. Un troisième exemple, pour montrer encore une approche différente, c'était celle-ci, à savoir le fait de devoir décrire différentes images, de les observer, de voir ce qu'elles avaient de commun. Alors un lien vers le site Quizlet permettait de leur proposer un certain nombre d'aides lexicales et puis également donc des structures pour l'expression de l'hypothèse. Voilà, autant d'exemples de travaux de description iconographique
où les élèves donc devaient observer des images et préparer un certain nombre de phrases sur ces images. En classe, ensuite avait lieu donc une phase de mise en commun des informations et une synthèse qui se traduit donc sous la forme d'une trace écrite, donc qui pour la première donc était la suivante, qui se trouvait être relativement complète du fait des différents travaux de recherche réalisés par les élèves, et pour l'autre donc une présentation différente également là sous forme d'associogramme. Donc voilà. Donc les avantages de cette approche étaient en fait la possibilité de meilleur suivi des élèves, la possibilité également d'avoir une classe plus dynamique. Quand je disais que j'avais l'impression au début de ne faire cours qu'à quelques élèves, là je me suis rendu compte que cette approche permettait de mobiliser quasiment tous les élèves et qu'un plus grand nombre prenait la parole pour décrire ce qu'ils avaient vu. Ils étaient de toute façon obligés, ils avaient tous quelque chose à dire puisqu'ils avaient préparé quelque chose à la maison. Et cela ne rendait que plus riche finalement le produit final, le travail de description, d'analyse ou d'interprétation des images. Une deuxième série d'exemples à présent relatifs à un travail d'écoute, de visionnage de documents audio-vidéo. Le principe est ici la mise en ligne de documents audio-vidéo sur la plateforme de l'ENT, comme elle pourrait l'être sur des baladeurs. Ces documents étant adaptés ou non, raccourcis quant à leur longueur, ralentis quant à leur débit, avec ou sans aide lexicale, structurelle, méthodologique, et toujours l'obligation pour les élèves de prendre des notes afin de nourrir le travail de classe. Concrètement, voici deux exemples. Un premier exemple où pour un même document, nous allons proposer des approches différentes selon le niveau des élèves, des approches différenciées. Ici, les élèves donc devaient écouter le document. Alors je ne vous le passe pas ici, mais vous pourrez le retrouver à l'adresse qui s'affiche là, mais avec un débit légèrement ralenti par rapport au débit initial. Et ensuite un certain nombre donc d'aides méthodologiques. On demande à l'élève de repérer les bruits qu'il entend, les noms, le nombre de voix. On lui fournit également un certain nombre d'informations, à savoir les éléments constitutifs de la scénette, et ils vont devoir remettre ces éléments dans l'ordre. Une fois qu'ils auront franchi cette étape-là, eh bien, ils auront la possibilité de retravailler en suivant les conseils qui leur sont donnés, ou en s'appuyant également sur du lexique qu'ils auront découvert par des activités interactives. À la fin, l'élève a la possibilité de vérifier via un QCM si les éléments qu'il a repérés sont corrects ou non, de sorte que ce qu'il aura à faire partager aux autres membres de son groupe, eh bien, il sera obligatoirement juste dans la mesure où ça aurait été validé ici par le filtre de l'exercice. Pour les élèves les plus avancés, on retrouve le même document audio, mais avec un débit authentique, le débit donc original, et là beaucoup moins d'aide, qu'il s'agisse de lexique ou de méthodologie, dans la mesure où ces élèves plus autonomes ont la possibilité d'accéder plus facilement au sens du document, ou tout du moins d'avoir un challenge plus important par rapport aux autres. Ici, simplement, quelques mots leur sont donnés, quelques questions, où, avec qui, quoi, combien de temps, etc. Et puis, on demande également aux élèves de repérer des éléments que les autres n'avaient pas à repérer. Autrement dit, il y a dans un document plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le factuel, il y a l'implicite, et puis il y a des éléments que l'on souhaite que les élèves aient tous repérés, et d'autres eh bien, qui consistent à aller plus loin et qui ne sont pas fondamentaux pour la compréhension globale du document, qui vont plus vers une compréhension détaillée. Un deuxième exemple était le visionnage pour les élèves de 3e d'extraits du film de La Rose Blanche. Voilà donc la possibilité de mettre de courts extraits que l'on va pouvoir découper avec les logiciels dédiés, un Videmux ou autre. Ici, donc voilà quelques questions qui permettent de guider les élèves simplement. Donc là, des prises de vue, également des captures d'écran, ce que l'on aurait fait en classe en mettant sur pause pour demander aux élèves d'analyser la réaction des personnages ici, eh bien on va pouvoir leur demander en mettant à leur disposition des captures d'écran de la vidéo. Voilà. À ces différents travaux donc réalisés en autonomie à la maison correspondent un travail ensuite en classe de mise en commun des informations et une exploitation éventuellement complémentaire. Par exemple, pour le document sur les vacances,
Les élèves, voilà, avaient une fiche ensuite à compléter. Il y a eu cette phase toujours de mise en commun par groupe où ils ont échangé sur ce qu'ils avaient compris, etc. Ils sont apportés les uns les autres et ensemble, ensuite, ils travaillent sur cette fiche où ils doivent résumer rapidement ce qui se passe, repérer un certain nombre d'erreurs dans le résumé, etc. Pour le deuxième exemple, on se retrouve là aussi avec un travail qui ne peut être réalisé que si le document a été visionné au préalable. Voilà, donc une fiche de travail, des captures d'écran à nouveau, et les élèves doivent dans un premier temps remettre dans l'ordre de la scène les différentes captures d'écran. S'ils n'ont pas visionné la vidéo avant, ils ne peuvent réaliser cette activité-là. C'est la raison pour laquelle, dans les avantages de cette mise en œuvre, eh bien, je constate plusieurs éléments. Tout d'abord, le partage des expériences des uns et des autres. Certains ont pu repérer des éléments que les autres n'avaient pas vus, ont pu avoir accès à certaines informations que les autres n'avaient pas. J'ai constaté également de ce fait plus d'échanges, de coopération entre les élèves. On est sur un projet de compréhension commun. Et chacun se trouve responsabilisé car s'il n'a pas réalisé le travail à la maison, il pénalise ses camarades. Au final, on se retrouve là encore avec des productions enrichies et chaque élève a pu travailler à son rythme, prendre connaissance du document à son propre rythme, a pu mettre en pause, revenir en arrière en s'aidant d'aide que l'on n'aurait pas fourni forcément à tous les élèves. Une troisième série d'exemples concerne la découverte de nouveaux faits de langue. Le principe est ici de mettre en ligne des vidéos d'explication relatives à l'utilisation de nouveaux faits de langue. Il s'agit d'activités dites d'exploration, telles que je pouvais les mener en classe lorsque je demandais aux élèves d'analyser telle ou telle phrase afin de dégager le fonctionnement de telle ou telle structure ou de tel fait de langue. Ces activités peuvent être réalisées avec ou sans exercice d'application, avec ou sans formulaire d'évaluation. J'entends par là évaluation diagnostique. Mais toujours avec l'obligation par contre d'une prise de notes à des fins de reformulation et de questionnement. Ce qui m'intéresse, c'est que l'élève puisse exprimer avec ses propres mots ce qu'il a compris et qu'il puisse éventuellement poser des questions s'il n'a pas compris. Quelques exemples ici de prise de notes réalisées par les élèves, où l'on voit bien que chacun a sa méthode, parfois des abréviations, un ADF, etc., la traduc, d'autres des prises de notes un peu plus chaotiques, d'autres qui souhaitent tout prendre en note et qui expriment, donc on le voit bien là avec leurs propres mots, ce qu'ils ont compris, le ouf de soulagement, mot de soupiration entre guillemets bien évidemment, donc le professeur lors de la phase de mise en commun corrige ces erreurs de français, explique à l'élève qu'on dit soupir. Mais bon, ce qui est le plus intéressant, c'est que l'élève puisse exprimer véritablement ce qu'il a compris avec ses propres mots. Quelques exemples de mise en œuvre. Un premier exemple était une vidéo pour découvrir le fonctionnement de l'heure. C'était une des premières vidéos que j'ai réalisées, ici beaucoup trop longue, de 12 minutes. Il faudrait privilégier une durée de 4-5 minutes maximum, sans quoi les élèves décrochent. Voilà, donc ici je me suis filmé, j'ai créé ma chaîne YouTube et puis les élèves donc ont la possibilité de visionner mes explications, des explications que j'aurais très bien pu donner en collectif en classe. Un deuxième exemple consiste ici dans l'analyse de la structure umzu en allemand, donc subordonné infinitif de but. Bon là c'est à partir d'une présentation que j'ai réalisée sur le site Powtoon où l'élève donc voilà de façon assez rigolote peut visionner comment fonctionne cette structure à partir d'exemples. Il a la possibilité ici de réaliser des exercices hébergés sur mon site et qui vont lui permettre de vérifier si oui ou non il a compris comment fonctionne ce nouveau fait de langue et d'exprimer ses besoins lors de la séance à venir en disant ben, moi j'ai fait l'exercice mais j'y suis pas arrivé, j'ai pas compris, moi j'y suis arrivé à peu près, moi j'ai très bien réussi, etc. Un troisième exemple est relatif donc là à l'utilisation des formulaires, à savoir le fonctionnement des verbes pronominaux. Donc là, l'élève, toujours pareil, visionne la vidéo que je lui ai préparée, sachant que là, la vidéo est un enregistrement d'une manipulation que je réalise à l'écran en utilisant des outils d'annotation que me propose mon logiciel de TBI. Ensuite, l'élève a la possibilité de réaliser 2-3 petites activités, 2 exercices ici pour vérifier s'il a compris. Et dans un dernier temps,
doit compléter le formulaire suivant afin que moi je puisse vérifier si oui ou non il a compris. Voilà. De mon côté, avant la séance, j'aurai la possibilité, donc en allant dans la rubrique formulaire, de voir, alors je vais aller dans diffusion, tchac, et je vais voir les verbes réfléchis, donc j'ai différentes classes, par exemple celle-ci, hop, je vais pouvoir visionner et me dire, tiens, dans telle classe, tel élève a répondu à la première question, telle chose à la deuxième, et puis là je me rends compte que les élèves qui ont fait l'exercice, eh bien la plupart ont compris. Cela va me permettre de mieux gérer ensuite mon timing au niveau de la séance et me dire, bon ben, c'est un fait de langue qui passe assez facilement, donc je vais pouvoir avancer un peu plus vite et passer à l'étape suivante. Voilà. Suite à ce travail réalisé individuellement à la maison, a lieu en classe, toujours, une mise en commun de ces informations. Les élèves vont pouvoir échanger, dire moi j'ai vu ça, moi j'ai compris ça, mais non, mais là j'ai pas compris. Ils vont pouvoir vérifier ensemble qu'ils ont bien compris et la synthèse collective va permettre de résumer ce qui est à retenir, le plus essentiel, pour ensuite pouvoir travailler dessus à partir d'une trace écrite. Différentes activités d'exploitation sont mises en place, des exercices structuraux, des exercices de manipulation, oraux, écrits, etc., mais qui vont leur permettre de passer du temps entre guillemets sur l'utilisation concrète du fait de langue plutôt que sur sa prise de connaissance. Les avantages d'une telle approche, eh bien, ce que j'ai pu observer, c'est la possibilité pour moi de mieux suivre les élèves et de procéder quelque part à une certaine individualisation des parcours, ou tout du moins du suivi que je pouvais avoir avec eux, dans la mesure où je pouvais observer via les formulaires que tel élève n'avait pas compris, et que je pouvais davantage me concentrer sur eux en classe, et laisser plus en autonomie les élèves qui, eux, avaient apparemment, non pas assimilé, pas encore, mais au moins compris le fait de langue. De la même façon, le fait de demander aux élèves de chercher par eux-mêmes et de s'aider les uns les autres, j'ai constaté plus de coopération et le développement, la mise en place spontanée d'élèves tuteurs. On a toujours un certain nombre d'élèves qui aiment bien un petit peu jouer le rôle de professeur comme ça et qui ont joué finalement ce rôle-là en expliquant aux autres comment ça fonctionnait, etc. Pour eux également, le fait de devoir expliquer à leurs camarades comment fonctionne un fait de langue, c'est également une étape particulièrement formative. Chacun pouvait progresser à son rythme, et puis j'ai constaté une certaine atténuation donc de ce phénomène d'ennui que pouvaient éprouver certains élèves et qui était le point de départ de ma réflexion. Certains élèves avaient même l'impression, entre guillemets, d'avoir toujours le prof sur le dos, donc c'est leur expression, j'ai toujours le prof sur mon dos, parce qu'effectivement, moi, cette approche-là m'a permis de mieux les suivre, mieux cibler les besoins de mes élèves, et d'être beaucoup plus disponible dans le travail de classe. Voilà, le bilan final que je dresse est un bilan qui est très positif pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, de gain d'autonomie, de responsabilisation des élèves, de suivi, d'individualisation des parcours. Malgré tout, cela reste un bilan imparfait, car le système reste largement tributaire de l'engagement des élèves. Il s'agit de méthodes de travail dont ils n'ont pas l'habitude, il faut qu'ils se les approprient, afin que ces nouveaux usages entrent véritablement dans leurs mœurs. Ce sont de plus des usages qui méritent d'être accompagnés véritablement d'un travail de réflexion sur notamment la prise de notes de la part des élèves, leur apprendre à prendre des notes. Je me suis rendu compte finalement que ce n'était pas si évident leur dire de prendre des notes, oui, mais comment? Sur la définition des niveaux seuil et des objectifs à atteindre, pour les langues on parle de niveau A2, de niveau B1, eh bien il est difficile de fixer véritablement ces niveaux seuil à atteindre, se dire bon ben à la fin de telle séquence, les élèves doivent avoir maîtrisé au minimum tel ou tel élément. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, sur cette fameuse définition des niveaux seuil. Sur la nature des activités différenciées à proposer, on a tendance parfois, enfin j'ai tendance parfois à tourner avec les mêmes types d'activités et il est bon de pouvoir les enrichir de façon à adapter les parcours au plus près des élèves. Sur le rôle des tuteurs également, et sur tout un tas d'autres éléments afin que les élèves puissent véritablement grandir, devenir autonomes et franchir entre guillemets le cap.
Voilà, je vous remercie de votre attention en espérant que cette expérience pourra vous apporter un petit peu et vous donnera matière à réflexion. N'hésitez pas à me contacter via mon site www.weballemand.fr pour échanger éventuellement sur ce travail que je réalise avec mes élèves.